En 5 ans, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 750 actionnaires. On voit ça dans les films américains, tu sais. Si on prend ce que prévoyaient les climatologues il y a 20 ans, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et on veut pas que nos enfants vivent ça, quoi. On voit d'ailleurs que ça touche 300 attaques russes en France par jour sur des TPE, PME. J'ai jamais été confronté à ça. Donc ça veut dire que c'est pas inéluctable. Je suis terrorisé par l'humain artificiel. Sur les portes des maisons, il y avait tracé à la bombe le nombre de victimes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build. Build, en fait, c'est le podcast qui parle de croissance, qui parle de ceux qui construisent des entreprises, de ceux qui essaient de progresser et qui ont des recettes pour arriver à transformer leur boîte, leur carrière, leur vie en une réussite et en une machine à progrès. Quand j'ai préparé en fait l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit qu'est-ce que je veux apprendre avec Jean-Vincent. Aujourd'hui, je reçois Jean-Vincent. Jean-Vincent, bonjour. Bonjour. Jean-Vincent, en fait, je disais à l'instant en intro, en fait, qu'en préparant l'épisode, je me suis dit en fait que je te recevais parce que je voulais qu'on comprenne le sujet du risque. Toi, ton métier, c'est le risque. Et c'est le risque à tous les endroits. Avant, quasiment pendant qu'il arrive, et après, la manière dont on le gère. Et quand on parle de risque, on pense par exemple à ce qui s'est passé à Mayotte avec le cyclone qui a frappé Mayotte et qui a été une catastrophe. On parle de l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a dévasté le patrimoine mondial de l'UNESCO. On parle aussi de ce qui s'est passé au Louvre avec le vol des bijoux du Louvre qui, eux, n'étaient pas assurés. Ouais. Voilà. Et toi, ton métier, c'est d'être à l'endroit en fait où il y a tous ces risques-là. Je trouvais que c'était intéressant, donc je voudrais qu'on creuse ce sujet-là du risque. Le deuxième point que j'aimerais qu'on arrive à expliquer, en tout cas à tous nos auditeurs pendant l'épisode, c'est aussi comment on fait de l'intrapreneuriat une vraie force dans son entreprise. Toi, c'est quasiment un modèle de chez toi, de ton entreprise, de progression, de Saretech. Je veux qu'on parle de croissance aussi parce que c'est incroyable ce que tu as fait en 5 ans. Plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec de la croissance organique, de la croissance externe. Donc là, on est au bon endroit pour en parler. Et puis ton parcours personnel qui est assez dingue. Tu viens d'un milieu qui est très loin de l'entrepreneuriat, qui est du monde militaire. Et aujourd'hui, tu es dans une boîte qui est quasiment le leader de son secteur et qui est en pleine croissance. Je trouve ça assez dingue comme parcours. Tu es OK pour qu'on aborde tous Ouais. ces sujets? Tout à fait d'accord. Cool. Comment tu te présenterais? Alors, Jean-Vincent Raymondis, c'est ton nom complet. Comment tu te présentes? Moi, je dis que je suis CEO du groupe Saretech. Et pour reprendre le sujet que tu as sur le risque, en fait, c'est l'idée qu'on se donne aujourd'hui de l'entreprise, c'est de se dire, notre vie, c'est un parcours. Et dans ce parcours-là, on va rencontrer des problèmes, des risques, des difficultés. Ces risques, ça va être alors des pannes de voiture, des accidents de voiture, des problèmes dans ton logement. C'est aussi comment est-ce qu'on protège l'environnement dans lequel on est, ce qui est autour de nous, ce qui compte pour nous, comment est-ce qu'on le protège. Et en fait, on se dit, à tous ces endroits-là, tout ce que tout le monde voit comme étant un gros problème, où on n'a pas forcément de solution, on a une valeur ajoutée. Et donc, on a cherché à se développer partout où, justement, on rencontrait dans sa vie un problème. Sa vie d'entreprise, sa vie de collectivité, sa vie de particulier, partout où on rencontrait un problème. Jean-Vincent, on est déjà parti dans le vif du sujet. Je te remercie, je te vois complètement passionné. Si on redémarre un peu au début pour te présenter un peu en détail, comment il faut que je te présente? Est-ce que je dis lieutenant, officier, général? Comment je te présente? Non, en fait, j'ai quitté l'armée quand j'étais capitaine. J'ai vécu des expériences, donc après Saint-Cyr, des expériences très opérationnelles. Moi, ce que j'ai appris à Saint-Cyr, j'ai appris qu'on pouvait apprendre à commander. Le management, c'est pas un art, c'est d'abord un muscle. Ça se travaille, ça s'entretient, ça s'apprend. Donc ça, c'est ce que j'ai appris à Saint-Cyr. Et c'est ce que j'essaie aussi de véhiculer aujourd'hui dans l'entreprise et autour de moi, c'est dire qu'en fait, on peut apprendre à manager, on peut devenir un meilleur manager. Et ça, je l'ai vraiment appris à Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est une école d'élite. Comment, en fait, on arrive à Saint-Cyr? En fait, toi, dans ta famille, tu avais des officiers déjà? Tu avais des gens qui étaient issus de l'armée? Non, pas vraiment, pas directement. En fait, mon histoire personnelle, je me souviens très bien, en face du lycée, il y avait la librairie du lycée, donc j'étais en terminale, ça se passait pas trop mal pour moi, j'étais en terminale scientifique, je savais pas exactement ce que je voulais faire, j'achète un bouquin, que faire avec son bac? Et donc dans ce bouquin-là, je me dis, OK, je vois les prépas. En fait, aller en prépa, c'était pas choisir.
parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc je regarde les prépas, je me dis ok, je peux aller en prépa, ça devrait être bon. Et il y avait le classement des prépas, et là je vois cette année-là, et c'est la seule année où c'est arrivé, la première prépa sur l'entrée à Polytechnique, c'était la Flèche. Et je me dis, Prytanée militaire de la Flèche. Je me dis, il y a des prépas militaires. Je savais même pas que ça existait, j'avais pas connaissance de ça. Et je me dis, ça c'est quand même intéressant. Bon, j'aimais bien faire du sport. Je me dis, ok, ça peut être pas mal parce que je pourrais continuer à faire du sport même en étant en prépa. Et puis surtout, je vais avoir un cadre quand même pour travailler. Et là, je suis sûr que je vais pouvoir bosser. Ça doit être intéressant. Et donc, j'y vais comme ça, quoi. J'y vais en me disant, bah, voilà, c'est un bon endroit pour travailler et un peu pour faire du sport. Et donc, et là, je découvre un univers que je connaissais pas, cet univers militaire, cet univers à la fois d'exigence et de camaraderie, voire même de fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours présent en moi, quoi. Des camarades qui sont là et qui seront toujours là. Et ça, c'est hyper fort. Et je me dis, les gens avec qui, ces camarades, c'est des gens qui préparent Saint-Cyr. Alors, je m'intéresse à Saint-Cyr et je rencontre, oui, il y a l'engagement, il y a l'envie de servir, l'envie d'être utile. C'est des choses qui étaient assez présentes aussi chez moi sans que je le sache. Et finalement, je décide de préparer ce concours. Je travaille et je le réussis. Et je passe 3 années extraordinaires. Un concours extrêmement difficile. Hein. Un concours difficile, sur lequel... Donc c'est déjà quasiment une première victoire, déjà. Ouais, c'est une victoire. Alors, mais c'est une victoire que je pense que l'engagement que j'ai trouvé dans ce travail-là, c'est parce que ça me passionnait ce qu'il y avait derrière, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui me guide toujours aujourd'hui, c'est de me dire, j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a après, quoi. J'ai toujours envie de voir ce qu'il y a après, quand même. Hein. C'est un truc très présent. Et je me dis, j'ai vraiment envie de voir ce qu'on fait à Saint-Cyr, quoi. J'ai vraiment envie d'y être, quoi, de le vivre. Ce que je découvre, c'est que ce que je peux leur apporter, c'est l'envie de travailler ensemble. Parce qu'en fait, quand on est un grand professionnel, et je l'ai trouvé partout après dans ma vie, en fait, quand on est un grand professionnel, on pense quand même à sa propre expertise. Et en fait, on a du mal à interagir avec les autres expertises. Quand on est ingénieur, on a du mal à parler à un juriste. Enfin, et partout autour de moi, je continue à le voir. Et je me dis, ce que je sais apporter, c'est donner l'envie aux gens de travailler ensemble, pour quelque chose en commun. Et c'est ça que je vais petit à petit construire. C'est pas facile, hein, cette construction-là. J'ai fait plein d'erreurs, plein d'échecs. Voilà. Et un jour, je me dis, OK, j'ai réussi à ce qu'on ait envie tous de travailler ensemble et qu'on bosse pour quelque chose. Et tu fais donc tu pars en opération, OPEX, en OPEX. Et du coup, qu'est-ce que tu fais comme opération à ce moment-là? Et surtout, en fait, ma question d'après, c'est comment c'est possible quand t'en parles de manière passionnée, là, comment c'est possible qu'après, on se dise, en fait, on part et on décide de faire une autre carrière professionnelle? Parce que je crois que c'est 25 ans quand on est officier, c'est ça? Ouais. Donc toi, t'es parti avant ta retraite. Raconte-moi ce passage. Ce passage, alors bon, c'est pour moi des années de lieutenant, de capitaine très très opérationnel, avec beaucoup d'opérations en ex-Yougoslavie, donc beaucoup en ex-Yougoslavie, et alors des éléments très opérationnels où alors j'apprends beaucoup sur moi-même, j'apprends beaucoup sur les autres, hein, parce qu'on est confronté au pire et au meilleur, quoi, dans ces situations-là. Donc ça, c'est quelque chose qui me marque aussi personnellement sur le fait de dire, enfin, on est capable de tout, quoi. Okay. Voilà, on est capable de tout, du pire, du meilleur, et donc qu'est-ce qu'on peut aller chercher aussi là-dessus. Je vis des moments, comme tous les gens qui ont été en opération, j'ai des moments un peu particuliers. Il y en a un qui m'a marqué, et je m'en suis rappelé en préparant ce passage. Je me suis dit, mais il y avait eu un tir de roquette et on intervient avec à l'époque mon pilote, et on roulait. Moi, j'écoutais la radio, je donnais des ordres, etc. Et en fait, il me dit, mais c'est quoi le plus important pour vous? C'est la mission. Et moi, je lui réponds un peu par automatisme. C'est un truc qu'on dit dans l'armée, ouais, la mission est sacrée. Et en fait, c'était la pire des réponses que je pouvais apporter à ce moment-là, quoi, à ce type. Donc quand je dis que j'ai fait des erreurs, en fait, ce type, il avait peur. Et moi, je m'en rends pas compte, parce qu'à ce moment-là, je suis pris dans mon truc. Si j'avais eu 2 secondes de réaction, j'aurais eu peur aussi, quoi. Et en fait, ce type, il avait peur, et je lui donne la pire des réponses qu'on peut donner. Et en fait, c'est parce que finalement, en fait, ce qu'on attend de moi à ce moment-là, c'est de réussir la mission et de réussir à ramener tout le monde. C'est ça ce qu'on attend d'un officier, en fait. Hein, voilà. Et c'est pas du tout de dire réussir simplement à faire ce qu'on t'a demandé de faire, quoi. Et donc toutes ces erreurs-là, elles m'ont hyper construit pour me dire quand même, surtout quand tu as des moments de stress ou de vigilance, ou etc., où tu as tendance à te regrouper sur un élément, et tu le vis en tant qu'entrepreneur, ou tu le vis dans les entreprises, tu vis des moments où tu sais pas trop, il y a de l'inconnu. Puis là, voilà. L'ex-Yougoslavie à cette époque-là, c'est quand même un territoire... c'était compliqué, ouais. Très, très compliqué, très instable, etc. Ouais, c'était très compliqué à ce moment-là.
Et donc, c'était incertain. C'était Ouais, incertain, inconnu. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Et donc, moi, ce que je retiens de ça et de ce moment-là, c'est aussi de se dire que, et je vis encore avec ça, c'est de me dire quand tu es dans ces moments d'incertitude-là, regarde les autres autour de toi, quoi. Regarde les autres autour de toi parce qu'en fait, ils sont en train de te regarder toi. Et en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi à ce moment-là, quoi? Et ils Quand attendent, tu es un leader. ouais, et ils attendent pas forcément de toi à ce moment-là que tu leur dises tout va bien se passer, que tu leur dises ouais les gars on va réussir. Ils attendent pas forcément de ça de toi. Ils attendent aussi que tu les regardes, quoi. Et moi c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, de garder ça en tête, quoi. Surtout dans ces moments où tu sais pas trop où tu vas, où il y a de l'incertitude, de se dire bah, qu'est-ce qu'ils attendent de toi, qu'est-ce qu'on attend de toi. Et tu fais 10 ans quasiment. Ouais, 10 ans. Et qu'est-ce qui est le déclencheur de te dire, en fait, j'arrête à ce moment-là, en fait, l'armée et je reviens dans le monde civil. C'est quoi la bascule? Euh, Honnêtement, l'envie de voir autre chose. Je me dis, j'ai fait ces années opérationnelles où je me suis vraiment, j'ai appris énormément. Et je me dis, j'ai envie aussi de voir autre chose, quoi, de savoir autre chose, de voir d'autres univers. Et j'ai des opportunités à ce moment-là. Et je me dis, OK, c'est le bon moment de se poser la question, d'aller voir ce qui peut se faire ailleurs. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Donc, donc je fais je rentre dans une entreprise qui fait de l'expertise. Est-ce que dans tous les cas, le temps que tu y as passé, on te remercie ou quelque part, en fait, on te voit comme un extraterrestre aujourd'hui? Quelles sont, au-delà de l'armée, quelle image on a de toi, de ce parcours-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je sais pas je sais pas exactement l'image que les autres ont de moi. Ce qui est sûr, c'est que moi, cette logique d'engagement, pour moi, et cette envie de servir, d'être utile, Ouais. c'est quelque chose qui m'accompagne. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui dans mon métier, c'est quand même aussi la continuité. Moi, j'y vois une continuité, en tout cas. Ouais, d'accord. J'y vois pas une rupture complète. Hmm. C'est-à-dire que je cherche à être utile là où je suis, comme je peux, mais le plus que je peux. Voilà. Et pour être utile, je sais quand même que et c'est cette expérience que je te racontais sur mon premier jour de commandement, c'est que les gens qui vont faire que ça marche, c'est pas moi en fait. Les gens qui vont faire que ça marche, c'est mes experts, mes expertes qui tous les jours passent la porte, vont chez les gens, c'est eux qui vont faire que ça marche. Et donc les écouter, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui est en train de changer, parce que aussi c'est des super bons capteurs de signaux faibles. Donc tout ça, oui, je l'ai peut-être appris dans l'armée, mais je pense que ça marche partout. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire à tous. Si l'épisode qu'on est en train d'enregistrer avec Jean-Vincent vous plaît, s'il vous plaît, mettez un pouce, mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes audio, et puis mettez en commentaire en fait ce qui vous a intéressé dans l'épisode. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur le fait d'être utile partout où tu passes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est effectivement intéressant. On va revenir après sur les sujets, sur toutes les questions que j'ai à te poser là-dessus. Et donc, en fait, ta première expérience professionnelle, c'est d'intégrer un cabinet en fait d'expertise, Oui. c'est ça? Est-ce qu'en 2 mots, tu peux m'expliquer aujourd'hui ce que c'est ton métier, ce métier de l'expertise, ce que c'est le métier de Saretech? Toi, aujourd'hui, tu diriges un groupe dans lequel il y a, on en a parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a des milliers de personnes. Vous êtes 2500 personnes. 2500 personnes. Un truc qui est fou, on en reparlera tout à l'heure, mais 750 actionnaires aussi dans ton groupe et dont tu fais partie. Et effectivement, en fait, une croissance qui est assez dingue du chiffre d'affaires. On en a parlé, 100 millions d'euros en 5 ans pour arriver quasiment à une silhouette de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires actuellement. Oui, C'est ça, avec une partie en croissance organique, en croissance externe. Mais le métier de Saretech et le métier justement de ta première expérience professionnelle, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on a 3 métiers sur Saretech et c'est 3 métiers qui tournent autour de ce risque. Okay. Le premier métier, c'est l'expertise et la prévention. Ça veut dire qu'on intervient pour les assureurs ou pour les grandes entreprises, après ou avant un sinistre, pour déterminer quelles sont ses causes et quel est le montant de l'indemnisation auquel peut prétendre un assuré. Ça, c'est un métier d'expertise. On le fait de plein de façons différentes, avec de la visio, avec du téléphone, en déplaçant des experts sur des sinistres qui vont de quelques centaines d'euros à quelques centaines de millions d'euros. Donc, on intervient sur tous ces domaines-là, partout en France et en Espagne. Donc ça, c'est le métier de l'expertise. On a un deuxième métier qui est le métier autour de la mobilité, c'est autour des pannes ou des accidents de véhicules. C'est comment est-ce qu'on fait, on le fait beaucoup en Espagne, on va intervenir sur à peu près 400 000 problèmes mécaniques en Espagne cette année. C'est dire comment est-ce qu'on fait pour, lorsqu'il y a une panne, lorsqu'il y a un voyant qui s'allume sur ma voiture, comment est-ce qu'on fait pour que tous ces éléments-là, on les règle le plus vite et le plus simplement possible. Donc ça, c'est un des deuxièmes métiers. Et le troisième métier, c'est qu'en fait, et c'est finalement peut-être le business model de l'entreprise, c'est de se dire qu'aujourd'hui,
toutes nos actions, c'est d'aller capturer de la donnée sur le terrain, de la vraie donnée parce qu'il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Aujourd'hui, on produit des solutions technologiques pour, à travers cette donnée, proposer des solutions soit de prévention, soit d'accélération de la gestion des sinistres. Et donc, c'est un troisième volet tech qui se développe aussi, beaucoup dans le groupe aussi. Et de prévisibilité Exactement. Des sinistres. C'est très intéressant ce que tu racontes là. J'ai 1000 questions autour de tes métiers. Peut-être la première, elle est un peu dérangeante. Tu as le droit de ne pas me répondre ou faire un truc politiquement correct, mais j'ai entendu ce que tu disais avec ton rapport qui est lié avec les assurances, qui sont tes clients aujourd'hui. À la fois, J'ai 2 clients. Ouais, tu as 2 clients, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui te paye. C'est les assurances. Oui. Voilà. Et donc, du coup, en fait, tu vas aller sur des sites sur lesquels il y a eu un sinistre, par exemple, et ton travail, c'est d'estimer, je parle d'après qu'il y a eu l'accident, c'est d'estimer combien va être remboursé l'assuré. En gros, c'est ça. Comment tu gères cette relation avec l'assureur sur le fait que lui, il aimerait payer le moins possible? C'est pas, en fait, et je pense que c'est ça le premier a priori qu'on peut avoir. Ouais, alors pour le coup, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Non, mais en fait, le premier a priori qu'on a, c'est en fait, l'assureur, il a un contrat avec son assuré. Et en réalité, nous, quand on intervient, on est l'expert du contrat. C'est marqué dans le contrat, il y a un expert qui va intervenir, et on est l'expert du contrat, donc on est l'expert de tout le monde là-dedans. Et en fait, l'assureur, ce qu'il veut, c'est payer ce qu'il doit. Pas plus, pas moins. Il veut pas forcément payer moins. C'est pas sa logique. Lui, il veut payer ce qu'il doit parce que d'abord, il a perçu une prime. La prime qu'il a perçue correspond à quelque chose qu'il a estimé lié à son contrat. Donc en fait, il sait qu'il va payer des sinistres. Sinon, il n'aura pas besoin de lui. Donc en fait, il n'a pas de problème, un assureur, à payer des sinistres. En revanche, il doit payer ce qu'il doit, tout ce qu'il doit, que ce qu'il doit. Et nous, notre job, c'est de faire qu'effectivement, l'assuré soit indemnisé à hauteur de ce qui lui permet son contrat et que l'assureur soit dans cette situation-là. Donc je pense que le premier enjeu, c'est de se dire effectivement... Mais tu n'as jamais de conflit d'intérêt? Enfin, tu n'as jamais de relation avec des assureurs sur des sujets qui sont un peu complexes? Parce que si tu interviens, s'il y a une expertise, elle peut être soit simple, soit, j'imagine, extrêmement complexe. Il n'y a jamais effectivement un assureur qui dit, en fait, là, il y a un doute, allez creuser ce sujet-là. On ne te demande pas des contre-expertises et des contre-expertises, etc. On voit ça dans les films américains, tu sais. Ouais, en fait, non, mais généralement, quand il y a un doute, c'est nous qui le soulevons d'ailleurs. La plupart du temps, on peut soulever, on dit on ne comprend pas ce sinistre. Ouais. Pourquoi notre enjeu, c'est aussi de trouver quels sont les responsables. Pour que ce soit les responsables qui payent, ça c'est plutôt moralement intéressant. Quand même que quand il y a un responsable, ça arrive pas mal sur des chantiers de construction, etc. Que ce soit celui qui ait causé le sinistre, qui indemnise et son assureur, parce que sinon, en fait, ça induit le fait qu'il y aura une grosse sinistre. Donc, on va chercher des responsabilités. Ça fait partie de notre boulot aussi. Je pense que moi, j'ai jamais été confronté à cette situation que tu décris. Et on gère 350 000 sinistres par an. J'ai jamais été confronté à la situation. On me dit, ce sinistre-là, je veux pas le payer ou je veux le payer moins. J'ai jamais été confronté à ça. Tu vois, je voulais te poser une question. J'ai participé j'ai suivi un cours il n'y a pas longtemps avec HEC, qui était passionnant sur l'énergie de demain, le monde décarboné, etc. Je trouvais ça passionnant. Pourquoi? Parce que il y a des catastrophes météorologiques qui sont de plus en plus, comment tu appelles ça, prédictibles. Ouais. Et donc, du coup, ces catastrophes, on sait qu'elles vont arriver. Donc, forcément, en fait, les assurances se désengagent ou coûtent tellement cher que globalement, tu te dis tu peux prendre le risque. Du coup, s'il n'y a plus d'assureurs, est-ce que tu n'as plus de métier? Alors, moi, je retourne le sujet et je trouve que le parallèle entre le risque climatique et le risque cyber, il est hyper intéressant. Parce qu'en fait, c'est des éléments complètement systémiques où il y a une véritable économie derrière. Juste sur le risque climatique, c'est un chiffre récent, c'est Bloomberg qui a fait une étude. Et 30%, 38% exactement de la croissance américaine depuis 2000, c'est généré par la réparation des catastrophes climatiques. C'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'effectivement... Et on voit bien que ce système-là, il a une limite, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas créer de la croissance en réparant les problèmes de ta propre croissance. Donc on voit que ce système-là, oui, il a une limite. Alors la limite, c'est laquelle? Le risque, c'est effectivement de dire, on n'assure plus parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Et ce risque-là, on en est hyper conscient. Et je pense très clairement aux inondations qu'on a vécues dans le nord de la France il y a plus d'1 an, où en fait, on a été chez des propriétaires de maisons mais qui n'étaient pas des propriétaires de maisons riches, en fait. Leur seul bien, c'était leur maison. Si leur maison, elle perd de la valeur, si la maison, elle est sinistrée, en fait, ils perdent tout. Et pour ces personnes-là, si la prime, elle augmente de 150 € par an, peut-être qu'ils ne pourront plus mettre ces 150 €. Et peut-être qu'ils ne pourront plus s'assurer. Donc, l'enjeu, c'est de continuer à rendre l'assurance accessible.
Parce que c'est le principe de l'assurance, hein. Plus il y a de gens assurés, plus il y a de gens qui n'auront pas de sinistres, qui paieront pour ceux qui auront des sinistres. Donc il faut que l'assurance, elle soit accessible. Et comment est-ce qu'on fait dans ce contexte de changement climatique? Face à ce changement climatique, il y a 2 enjeux adaptés, c'est-à-dire effectivement dire qu'il faut plus de prévention, parce que si on continue comme ça, si on continue que les sinistres coûtent tous de plus en plus cher, à un moment donné, l'assurance va coûter plus cher et des gens ne pourront plus s'assurer, et donc le système ne marche plus. Ok, donc il faut prévenir, il faut que les sinistres arrêtent de coûter de plus en plus cher. Et la bonne nouvelle, c'est quand même, et c'est des études faites par la Caisse centrale de réassurance, que 1 euro investi dans la prévention, c'est quand même 7 euros injectés dans l'économie. Ok. Donc c'est rentable. Donc il y a une logique de prévention, mais ça veut dire que la logique de prévention, tu m'en as parlé tout à l'heure, elle va jusqu'au bout de la dynamique, c'est-à-dire en fait quand il y a un sinistre, on ne reconstruit pas de la même manière. Oui. On parlera tout à l'heure des datas parce que je trouve que c'est très intéressant ce que tu m'as raconté sur les datas. Juste, je voulais te partager une expérience un peu personnelle. En fait, j'ai une entreprise à Marseille. Je n'arrive plus à m'assurer par rapport à mes véhicules, pas parce que moi j'ai généré des sinistres, hein, parce qu'en fait à Marseille, mes voitures se font casser en permanence parce que les gens à Marseille cassent les voitures pour aller voler le matériel des chantiers, etc. qu'il y a dedans. Sur la deuxième ville de France, je n'arrive plus à m'assurer pour ma flotte de véhicules que j'ai à Marseille. C'est quand même un truc qui est quand même complètement dérangeant. Je trouve ça complètement fou. C'est pour ça que je te faisais partie de mon expérience d'un truc très concret, tu vois. Je te parle pas de m'assurer parce que je vais faire des opérations au Congo ou dans des pays qui pourraient effectivement comporter des risques, en Mozambique, aux Zambie, etc. Ou à Madagascar ou même à Mayotte. C'est pas ça, là. C'est de manière très concrète. Je n'arrive plus à m'assurer et le coût de mon assurance, il est tellement prohibitif qu'en fait, ça pose des questions. Alors là, c'est une assurance obligatoire. Je suis obligé de trouver une solution pour m'assurer. Je vais être obligé de mettre en défaut les assurances qu'elles ont une obligation, en tout cas, de nous assurer. Mais tu te rends compte, tu vois, ça pose quand même des vraies questions sur la chose de la vie du quotidien, quoi. Ouais, mais et si tu vas au bout du sujet que tu évoques, Ouais. en fait, le sujet que tu as là, et il faut le confronter, c'est de dire, c'est quoi la prévention? Pourquoi est-ce qu'on a ce sujet de sécurité? Pourquoi est-ce que tes véhicules se font casser? Et c'est ça qu'il faut résoudre. Parce qu'en Entièrement fait, d'accord. si on veut bien vivre, en fait, Tout à fait. c'est ça qu'il faut résoudre. Et donc, en fait, l'assurance, c'est la suite de cette logique-là. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire comment on fait pour mieux vivre dans ces contextes-là. C'est ça la prévention. Et c'est vrai que, bon, la prévention est un vrai sujet, mais en fait, les gens ont du mal à financer la prévention, pour de vrai, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une question que je te pose, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de tes clients qui sont de l'assurance. Combien ça représente la prévention? Et toi, ton rôle de prévention aujourd'hui dans tes quasiment 300 millions, combien ça représente de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, ça reste encore... c'est moins de 5%. Ah ouais, c'est La marginal, prévention, je pense. ça reste encore... Et le sujet, c'est le financement. Ouais, c'est ça. Le sujet, c'est le financement. Je pense qu'il y a des choses qui se débloquent, et c'est complètement le cas autour du cyber. Ok. C'est-à-dire, autour du cyber, les entreprises, elles ont vu que le risque, si je cherche à le couvrir par une logique assurantielle, c'est-à-dire combien peut me coûter réellement une attaque cyber, ma prime d'assurance, elle va être énorme. Donc, la meilleure chose à faire face au risque cyber, c'est OK de prendre une assurance, mais aussi d'investir dans la prévention. Il faut se protéger. Il faut se protéger, et il faut aussi, on a une structure qui s'appelle Cybex Assistance qui fait beaucoup de gestion de crise cyber. Et en fait, l'enjeu, c'est de se dire, OK, et de se protéger. Et là, on se développe pas mal sur la prévention sur le cyber. Ouais, complètement. Vraiment, C'est un enjeu majeur. Juste un chiffre, je le rappelle tout le temps, à chaque fois que je peux en parler. 300 attaques russes en France par jour sur des TPE, PME. Délirant quand même comme chiffre. Et c'est des attaques qui sont... En fait, ces TPE et ces PME, et vraiment, j'en parle souvent avec notre équipe cyber, en fait, elles sont conduites par des opérateurs qui sont semi-étatiques, qui sont d'un niveau d'organisation... Ouais, c'est fou. Ouais. C'est fou, c'est Ouais, extrêmement tout à fait, fort. complètement. Donc ça C'est veut dire hyper professionnel. qu'effectivement, Ouais. c'est très professionnel. C'est pas le type dans sa chambre, etc. Non, c'est des véritables organisations qui attaquent ces petites entreprises ou ces collectivités. Et donc pour ça, il faut se protéger, parce qu'elles vont toujours attaquer effectivement à l'endroit le plus fragile. Et donc il faut se protéger, et la prévention, elle fonctionne. Et partout où on met en place des dispositifs de prévention, ça fonctionne. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est à la fois assurer et prévention. Les entreprises peuvent le faire aujourd'hui. Les particuliers, oui, il y aura un rôle de l'État, sûrement. Il y aura des nouvelles alliances entre les assureurs et l'État pour financer ce dispositif, sûrement. Je continue avec mes questions un peu dérangeantes. Jean-Vincent, tu me dis, hein, si elles sont trop dérangeantes, je me calme. Mais tu vois, je me dis, en fait, s'il y a moins de sinistres, il y a moins de chiffre d'affaires pour toi. Je me trompe? Alors, c'est une façon de voir les choses. Moi, ce que je me dis, c'est que chaque année, par exemple en France, il y a 3 millions de sinistres en habitation. C'est-à-dire qu'au maximum, je pourrais rencontrer 3 millions de personnes. Mais ça veut dire qu'il y a 70 millions de personnes que je ne vais jamais voir. Ok. Donc, en fait, l'enjeu de la prévention, c'est il y a plus de personnes qui n'ont pas de sinistre, et heureusement, que de gens qui ont un sinistre.
Donc, C'est-à-dire que ton business model, il devra se transformer. C'est-à-dire que oui, si toi, tu participes à faire en sorte qu'il y ait moins de sinistres, c'est ça que tu dis, oui, ça veut dire que mécaniquement, il faut que tu prépares ton avenir oui. sur ces sujets-là. C'est-à-dire C'est ce qu'on. transformer ton business model. Oui, C'est-à-dire que demain, si on est meilleur en prévention, on a la possibilité de pouvoir mieux prévenir à quand est-ce que vont arriver les accidents, les incidents, les dérèglements climatiques, etc. Du coup, il y aura moins de sinistres, donc moins de travail pour toi, et donc tu es obligé de transformer ton modèle. oui, je suis obligé de le faire. On commence à le faire. Après, je m'appuie sur quelque chose qui est hyper fort. Et on revient aux équipes de terrain. C'est qu'en fait, pour un expert, voir un sinistre qui aurait pu être évité, un expert, c'est un technicien, c'est un ingénieur. Ouais. En fait, ça génère une frustration incroyable. En fait, de voir ce sinistre-là et qu'il aurait pu, avec une mesure de protection relativement simple, être évité, c'est une véritable frustration. Et donc, c'est très bons acteurs pour porter le message de prévention. Parce que justement, ils savent, ils connaissent les conséquences, ils connaissent les bons gestes. Et donc, en fait, ce sont de super promoteurs de la promotion, Ouais, de je la comprends. prévention. Toi, c'est quoi les principaux sinistres qui t'ont marqué là dans ta carrière aujourd'hui chez Saretech? C'est quoi les principaux endroits que tu as visités ou événements qui s'est passé où tu t'es dit, en fait, c'est dingue? Moi, je pense que l'endroit qui m'a personnellement le plus marqué, c'est après les inondations de la tempête Xynthia, qui était en Charente-Maritime, dans une petite ville qui s'appelle La Faute-sur-Mer, où il y a un lotissement qui avait été complètement inondé. Et je me souviens de m'être déplacé juste après avec mes équipes d'experts. Il faisait moche ce jour-là, il faisait gris. Au bout du lotissement, il y avait cette digue grise avec ce ciel gris. Et sur les portes des maisons, il y avait tracé à la bombe le nombre de victimes. Et ce chemin-là, là, dans cette rue, moi, c'est toujours présent aussi. Et c'est de se dire que, tu vois, la prévention, c'est ça aussi, quoi. Et on veut pas vivre ça. Et on veut pas que nos enfants y vivent ça, Mmh. quoi. Et on peut l'éviter. C'était, ça devait être très difficile à vivre parce que, et d'ailleurs, c'est touchant que tu nous le partages. Ça veut dire qu'en fait, votre métier, il est aussi d'intervenir à des endroits où en fait, il y a beaucoup d'émotions. Oui. On voit d'ailleurs que ça te touche. Il y a beaucoup d'émotions et en fait, cette émotion, globalement, comment tu fais pour que tes équipes, elles puissent la vivre, la supporter? Parce que, tu vois, c'est une des questions que j'allais te poser après, mais j'en profite pour t'en parler maintenant. Tu es en permanence en lien avec des gens qui souffrent. Mmh. Parce que des sinistres, que ça soit un accident de la route, que ça soit un accident industriel d'ailleurs, hein, que ça soit une machine en panne qui fait perdre de l'argent, des difficultés qui peuvent générer des licenciements, que ça soit, comme tu le dis là, sur cet événement-là, des gens qui ont décédé, qui sont Mmh. morts, que ça soit des bâtiments, des monuments historiques qu'on a perdus, etc. Donc, tu es en permanence dans quelque chose qui est difficile à vivre. Comment tu gères ça avec tes équipes? Est-ce que il y a un soutien? Comment ça marche? Ouais, écoute, typiquement, dans les choses qu'on fait mal, je pense que moi, c'est quelque chose, j'en prends de plus en plus conscience. Mmh. Parce que on a ce truc un peu nul, un peu viril de dire ça fait partie du boulot, voilà, c'est comme ça. Et en fait, non, ça marque. Et je pense que en mûrissant, je me rends compte que je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne prend pas ça suffisamment en compte. Je m'en suis rendu compte, c'était très surprenant parce qu'on avait justement dans les inondations du Nord, il y a eu le ministre de l'économie de l'époque qui s'était déplacé, donc il avait demandé à tous les représentants d'être là et on était là. Et, et en fait, il y avait un chef d'entreprise qui avait eu, il venait de monter une pizzeria et elle avait été complètement inondée. Et il ne savait pas s'il pourrait redémarrer, vraiment. Parce que, en plus, le village, c'était dur dans cette ville, etc. C'était un Saint-Omer. Et c'était compliqué, il ne savait pas s'il pourrait redémarrer. Et à un moment, il me parlait, parce qu'en fait, on était aussi l'expert de son sinistre, et il s'est mis à pleurer. Et j'ai essayé de le réconforter. Et en fait, je me suis rendu compte que, parce que quelqu'un était avec moi, il m'a dit, mais ça arrive ça? J'ai dit, bah, oui, ça arrive souvent en fait. Et moi, j'ai pris conscience, en prenant un peu de recul sur notre métier, de dire oui, qu'on est confronté à ces moments difficiles. Donc je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille mieux, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne nos équipes, parce qu'ils vivent ces moments difficiles aux côtés de personnes. Je pense que c'est aussi le moment où ils se sentent vraiment utiles. Et tout à l'heure, je disais que moi, ma vocation, c'est de faire des choses où je me sens utile, où j'apporte quelque chose. Je pense que nos équipes, à ces moments-là, ils savent qu'ils servent à quelque chose. Tu as une vraie urgence en fait à intervenir parce que en fait, c'est ce qui va tout débloquer. Tu sais, moi j'interviens avec mon groupe beaucoup après les sinistres.
Euh, on a intervenu après l'incendie du Ritz, on a intervenu à Mayotte pour porter secours à la population et rétablir la télécommunication sur l'île. On intervient après l'incendie de Notre-Dame, juste après, pour sécuriser l'édifice. Enfin, on intervient à plein d'endroits en fait où il y a eu des gros sinistres. Alors quand c'est lié à l'État, ça va plus vite. Mais après, quand ça touche en fait des bâtiments industriels, tu vois, en fait, ça prend du temps parce que vous avez besoin de passer. Il faut que l'assureur débloque les fonds pour qu'effectivement les travaux puissent être engagés. Et ça, en vrai, vous avez un sujet, vous, de vitesse qui est majeur. Comment on gère au quotidien le fait d'être en permanence sur le qui-vive pour qu'avoir des gens qui, du jour au lendemain, vont se mobiliser sur un sinistre, tu vois, c'est un vrai sujet en vrai. Parce que déjà, je sais que c'est compliqué les plannings. Mais alors, un planning qui n'est pas prêt à l'avance, ça va être encore plus difficile. Moi, alors, je vais te rajouter un élément de Ouais, complexité. C'est en plus, avec le changement climatique, la ouais, volatilité. ouais, C'est-à-dire tout à que fait. l'écart est, en 10 ans, on a doublé notre nombre de missions en France. Mm. Ah ouais. La volatilité, elle est multipliée par 4. Ça veut dire qu'en fait, d'un mois à l'autre, donc ça veut dire que le planning, le mois prochain, quelle sera mon activité, j'en sais rien. Et comment tu gères tes ressources alors du coup? Alors, en fait, et c'est là où tu travailles, et nous, on travaille à fond, en fait, la résilience de l'organisation. C'est-à-dire comment est-ce que on travaille ça. Et pour moi, la première façon de travailler ça, c'est d'abord de donner énormément d'autonomie aux équipes de terrain. Ok. Parce que, en fait, dans ces cas-là, eux, ils vont trouver des solutions parfois pour s'arranger, pour s'organiser, pour ajuster des éléments dans leur planning. Et ça te fait gagner les 10% qui vont déjà te permettre de passer une première étape. Ok. Donc, donner énormément d'autonomie aux équipes, leur laisser la liberté de s'organiser sur beaucoup de sujets, et donc de pouvoir se mobiliser aussi plus au moment où ils le veulent. Ça veut dire que quand il y a des pics d'activité, pour être très clair, en fait, il peut faire 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien d'ailleurs, expertises. Et puis il y a d'autres moments où en fait, ils vont en faire un peu moins et qu'en fait, ils organisent leur temps. Leur donner le maximum de souplesse dans l'organisation de leur Ok. temps. Ça, c'est la première chose. Et à une échelle collective. Ouais. À une échelle collective pour dire, OK, quand Marie, elle est un peu chargée, que Jean puisse venir l'aider et Ok. qu'ils se débrouillent entre eux, quoi. Voilà, parce que là, ils vont donner cette souplesse-là et ils vont le faire de façon beaucoup plus fine que le fera n'importe quel manager. Donc ça, c'est donner d'autonomie aux équipes de terrain, des équipes de 10-15 personnes qui peuvent vraiment avoir beaucoup d'autonomie dans la gestion de leur planning. Ouais, c'était ma question. Après, techniquement, comment ça marche? C'est-à-dire que tu as des petites équipes en Ouais. région. Comment ça Oui, fonctionne? on a des équipes entre 10 et 15 personnes. Ça, c'est une équipe opérationnelle. C'est peut-être un modèle que j'ai gardé de l'armée, mais c'est de dire des petites équipes opérationnelles. Il n'y a pas forcément un chef dans une équipe. Il n'y a pas de chef dans une équipe, même généralement. Et l'idée, c'est de se dire autonomie collective, voilà, pour adapter un premier niveau. Ensuite, un deuxième niveau autour de la mutualisation. Et ensuite, un deuxième niveau autour de la solidarité. C'est-à-dire chaque collaborateur dans l'entreprise, 3 semaines, il sait qu'il peut partir n'importe où. Ah, ok, c'est une règle. Oui. Ok. C'est intéressant ce que tu dis là-dessus sur le niveau d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils sont responsables entre eux. En fait, le job, il doit être fait et globalement, ils s'arrangent entre eux pour qu'il soit fait. Et du coup, en fait, ça fait des organisations. C'est une question que je te pose. Est-ce que ça fait une organisation euh, qui s'autorégule? C'est-à-dire que ceux qui ne feraient pas le job, en fait, ils sont pointés du doigt par les autres et du coup, ils sont mis dehors par la propre équipe. Comment ça marche? Dans un monde idéal, on n'a que des gens très engagés, très investis, etc. Sauf que dans le nombre de personnes que tu as, vous êtes quand même très, très nombreux. Tu peux pas avoir que des gens qui sont 100% engagés, en vrai. Alors, je pense que si tu veux, il y a d'abord 2 sujets. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, les personnes pas engagées, enfin, tout le monde peut rencontrer des problèmes dans sa vie à un moment. Ouais, ça, c'est certain. On est Et d'accord. ça, il y a une très bonne tolérance des équipes et des collègues dans ces moments-là. Parce qu'en Ok. fait, ils le savent. Le management n'est pas forcément au courant, hein. Hmm. Mais les équipes, elles le savent. Et là, elles vont avoir une très bonne tolérance à ça. Et donc, Ok. accompagner un collaborateur qui a une difficulté, elles vont être là. Après, oui, il y a des collaborateurs qui, à certains moments, vont être en dehors des règles du jeu. Notre job, le job du management, c'est de donner le cadre. Tant que tu restes sur le terrain, tant que tu joues sur le terrain, avec les règles du jeu, que tu sois un peu plus, un peu moins, c'est l'équipe qui gère. Par contre, quand tu sors du terrain, là, c'est le rôle du management. C'est à ça que sert le management. Juste pour finir peut-être sur la Ouais. résilience de l'organisation, Ouais. un sujet, c'est quand même d'avoir des sujets, des outils vraiment communs, des façons d'intervenir en commun, et d'être capable de maintenir en fait ces outils et ces façons d'intervenir pour qu'effectivement l'expert de Lille et l'expert de Nice, ils travaillent de la même façon et ils soient capables d'intervenir de la même façon. Donc ça, c'est aussi un enjeu fort. Ouais, c'était mes questions. Si tu dois convaincre quelqu'un, là, demain, qu'il y a du réchauffement climatique, comment tu t'y prends? Moi, ce que je peux lui dire, c'est le chiffre que je t'ai donné. Ouais. Doublement du nombre de sinistres qu'on traite, quadruplement de la volatilité.
les conséquences, c'est très directement les conséquences du changement climatique. Si on prend ce que prévoyaient les climatologues il y a 20 ans, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est même pire. Donc ça veut dire la question, et moi c'est là où je me dis, ouais, ça me percute vraiment beaucoup, c'est de me dire, ce qu'ils disent aujourd'hui sur ce qui se passera dans 20 ans, c'est ce qui va arriver. En tout cas, il faut s'y préparer. Il faut donc, absolument s'y préparer. Ouais, donc, ce que tu dis, c'est que, OK, il faut qu'on s'y prépare. Factuellement, quels sont les marqueurs sur le terrain du réchauffement climatique? Qu'est-ce que tu vois, toi, comme sinistre qui est provoqué immédiatement par le réchauffement climatique, qui est lié par la data? Le retrait gonflement des argiles, tout ce qui est lié à la sécheresse. OK. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ce que ça fait, en fait, on a des vagues de sécheresse qui sont de plus en plus fréquentes. On a des périodes de pluie qui sont décalées dans le temps. Les sols argileux, c'est des sols qui vont se gonfler. Quand il y a de l'eau, ils gonflent. Quand il fait sec, ils se rétractent. Aujourd'hui, il y a 10 millions de maisons qui sont situées sur des zones d'aléas moyens ou forts au retrait gonflement des argiles. Conséquence très directe, on a de plus en plus de sinistres sécheresse. Et des sinistres sécheresses, ça veut dire que, très techniquement, c'est-à-dire que les maisons, elles fissurent, elles cassent. Des maisons fissures au casse. Ah ouais, c'est fou. Donc 10 millions. 10 millions de maisons qui sont sur... Et on continue de construire dans des zones, il faudra continuer à construire d'ailleurs, dans des zones avec argileuses. Donc ça veut dire qu'on a ce sujet-là, et ça, et là où, en plus, la façon dont on répare, il y a maintenant, heureusement, d'autres façons que de réparer, de faire des fondations profondes. Mais moi, je me souviens qu'il y a 15 ans, quand on faisait des fondations profondes, on descendait à 7 mètres, parce que c'est là, en dessous de là, il n'y avait pas d'impact retrait-gonflement. Maintenant, très souvent, on descend à 13, 14 mètres pour aller chercher des sols qui ne bougent plus. Donc, on a doublé Ouais. en quelques années, en fait, la profondeur des fondations. Parce que les vagues de sécheresse sont beaucoup plus intenses que ce qu'on rencontrait dans le passé. Donc ça veut dire que cet enjeu-là, pour nous, il est Donc ça, il est tu le mesures concret. effectivement immédiatement 10 millions de maisons qui sont liées effectivement au changement climatique. Tu en as d'autres exemples? Sur l'impact en fait des inondations. En fait, il y a toujours eu des inondations et il y en aura toujours. En revanche, ce qui change, c'est qu'on a des zones qui maintenant sont impactées pendant des durées extrêmes, ce qu'on a vécu dans le Nord. Dans le Nord, les personnes ont été inondées parce qu'il a plu sans discontinuer pendant 1 mois et demi. Ils ont été inondés 3 ou 4 fois en 3 mois. Et l'eau, parfois, ne s'était même pas retirée. Ah, c'est fou. Donc ça veut dire que... Et ça, c'est des situations que, en tout cas de mémoire d'homme, on n'avait pas vues. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que cet enjeu-là, oui, on y est confronté. Et moi, je dis juste... Moi, je suis juste le témoin. Si on veut... Le témoignage que j'apporte, c'est que ce qu'ont dit les climatologues il y a 20 ans, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Empire. Ouais, donc, du coup, écoutons-les pour l'avenir. Ouais, c'est flippant là-dessus. Tu as des enfants. Ouais. Et comment tu parles de ça avec eux? Je pense que le sujet, c'est de dire... En fait, ce qui est flippant, c'est l'inaction. Ce qui est flippant, c'est de dire il y a quelque chose et je peux rien faire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut faire plein de choses. En fait, on peut faire plein de choses. Les 2 choses qu'on peut faire, et c'est pour ça qu'on s'intéresse d'abord à la mobilité et au bâtiment, c'est réduire les émissions. Ces 2 secteurs, ça représente plus de 50% des émissions en Europe. Si on trouve des solutions pour réparer en émettant moins de carbone, on évite que le problème continue de s'aggraver. Et ça, on peut vraiment faire des choses. Pour rebondir, tu vois, tu disais, qu'est-ce qu'on peut dire à ces enfants? Ouais. J'ai assisté il y a quelques jours à une conférence de François Gémen, là, qui fait partie des experts du GIEC. Et il disait, tu vois, c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas si tu as des enfants, mais en fait, tes enfants, ils verront la baisse des températures. Si on fait ce qu'il faut, nos enfants, alors ils seront pas tout jeunes, hein, mais si un jour ils prennent leur retraite, ils verront la baisse des températures. C'est-à-dire que si nous, on agit, nos enfants, ils verront la baisse des températures. C'est quand même à cette échelle-là. Donc, ça reste à une échelle d'homme. Donc, ça veut dire que les décisions qu'on prend aujourd'hui, OK, elles ont des impacts dans 50 ans, mais en tout cas, pour nos enfants, elles ont des impacts. On peut le faire. Et en même temps, moi, si tu veux, depuis 2 ans maintenant, on met en œuvre beaucoup de ces solutions bas carbone. Et en fait, ce qu'on a découvert, tu vois, au début, on y allait en disant c'est bas carbone, c'est mieux, c'est super, c'est bas carbone. Les gens disent, ouais, bon, c'est bas carbone, mais enfin, chez moi, on va faire comme d'habitude, quoi. Hein, et puis, bas carbone, ce sera... Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Voilà, ce sera bien, mais chez les autres, quoi. Voilà. Et en fait, le bénéfice collectif, si tu veux, bon, voilà. Et après, on a commencé à regarder. Si j'utilise une peinture bas carbone, c'est-à-dire qu'une peinture recyclée ou elle émet moins de composés organiques volatiles, en fait, c'est meilleur pour ta santé. Et en fait, derrière le bas carbone, il y a énormément de bénéfices individuels. Complètement, entièrement d'accord. Et donc, chez toi, est-ce que tu veux une peinture qui est meilleure pour ta santé? Tu réponds oui sans hésiter.
Bien sûr. Une seconde. Mmh. Est-ce que quand on répare plutôt que remplacer, bien souvent aujourd'hui, en fait, le chantier va être moins long. Est-ce que tu veux un chantier plus rapide? Ah oui. Et en fait, on se rend compte que derrière le bas carbone, il y a énormément de bénéfices individuels. Et en fait, je pense que notre enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à dire, OK, et le bénéfice, en plus, ça émet moins de CO2. Mais en réalité, derrière chacune de ces opérations-là, il y a des bénéfices individuels. Tu préfères que les emplois qui sont créés par les travaux que tu fais, ils soient à côté de chez toi, ils soient à l'autre bout du monde? Et à chaque fois, tu vas répondre oui. Et donc, nous, c'est de travailler ces bénéfices individuels. Dire qu'en fait, bas carbone, c'est juste mieux pour soi et pour les gens autour de soi. Ouais, si tu avais le ministre en fait, de la transition énergétique face à toi, pour lui expliquer ce qui se passe réellement sur le terrain, de la catastrophe écologique qui est en train d'arriver, et des sinistres, etc., qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais quoi en fait? C'est quoi les 3 principales mesures qu'il faut qu'ils prennent là tout de suite pour arrêter en fait, le nombre de sinistres? Alors, moi, ce que je vais te dire, c'est Ouais. que d'abord, en fait, ce qu'il faudrait changer, c'est il faudrait pas que j'ai devant moi le ministère de la transition écologique, il faudrait que j'ai le ministère de l'Intérieur. OK. Parce qu'en Ouais, c'est fait, dingue. le sujet de la sécurité climatique, c'est un sujet de sécurité. C'est un sujet régalien. C'est pas un sujet écologique, c'est pas un sujet de transformation, c'est un sujet régalien. C'est de dire que d'apporter la sécurité aux citoyens au niveau climatique, c'est un sujet régalien. Et qu'il faut que ce soit pris à ce niveau-là. Donc c'est un sujet d'urgence, c'est un sujet de gestion de crise, c'est un sujet d'organisation, c'est un sujet où on doit se mettre en mouvement de façon collective. Et donc ça, c'est un sujet purement régalien. C'est pas un sujet accessoire, c'est pas un sujet autour, c'est un sujet de sécurité. Et donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. OK, il faut changer de ministère. Mais c'est pas que les gens au ministère de la Transition écologique font mal le boulot, hein, mais c'est dire que l'enjeu, il est complètement régalien. Ouais, tout à C'est fait. comme ça qu'il faut C'est un le prendre. enjeu de sécurité nationale. Ouais. Ouais, très clair. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Parce que, en fait, nos concitoyens, en tout cas, ils vont être vraiment redevables. C'est ce Mmh. qu'ils attendent d'eux, en fait. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième mouvement qu'il faut prendre, c'est de se dire, aujourd'hui, on a des bonnes logiques adaptées sur la prévention collective. À une échelle collective, on va mettre des digues, on va faire des plans. Par contre, à l'échelle individuelle, si tu veux faire des travaux chez toi, c'est quoi l'incitation? Si tu veux réduire ta vulnérabilité, tu as 0 incitation. Et ça on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Donc, en gros, il faut créer des incitations, peut-être à certains moments même des systèmes de bonus-malus, de dire que celui qui fait attention, celui qui prend des mesures, celui qui fait, effectivement, il en est à bénéfice, celui qui décide de rien faire, pourquoi pas, mais par contre, Et ça prend sa part de risque, ouais. Exactement, et ça rebondit sur le point que tu évoquais tout à l'heure, sur le fait de dire est-ce que tout ça c'est mutualisable? Non, à un moment donné, sans doute de se dire, ça c'est sans doute une deuxième mesure, de se dire qu'effectivement inciter à une échelle individuelle à prendre des mesures, et quand les personnes le font, d'en avoir un bénéfice. Très clair. Ça, je pense que c'est la deuxième mesure. La troisième mesure, c'est sûrement autour de la connaissance du risque. C'est de se dire que en fait, les deux seuls moments aujourd'hui où en fait, les particuliers sont vigilants, sensibles à ça, c'est quand il y a eu un sinistre chez eux ou à côté de chez eux. J'ai été inondé ou mon voisin a été inondé. Je me dis, ça peut m'arriver ou je veux plus que ça m'arrive. Ou quand j'achète et quand je vends une maison. Là, je peux me dire, ou un appartement, je peux me dire, OK, est-ce que c'est exposé? Est-ce que j'ai un risque? C'est les deux seuls moments où vraiment tu es sensible à ce sujet-là. Donc, c'est de se dire, si on ne travaille pas cette culture du risque, moi j'ai vu une étude hyper intéressante qui a été faite dans le sud de la France, là où il y a eu des très grosses inondations il y a une dizaine d'années, et sur combien de temps dure la mémoire du risque après une grande catastrophe, parce que chaque fois quand tu regardes la télé, on dit c'est jamais arrivé. Et en fait, il se posait la question, c'est un chercheur qui a fait ça, il se posait la question de dire mais c'est jamais arrivé, mais quand même quand on regarde les données, si, c'est comme déjà arrivé. En fait, la mémoire du risque sur une inondation catastrophique, c'est 7 ans. Ah ouais. Pour les gens qui l'ont vécu, au bout Donc de c'est 5 tout ans, petit. au bout de 7 ans, on oublie. Donc, en fait, la question, c'est de dire comment est-ce qu'on maintient cette mémoire du risque, comment est-ce qu'on la fait vivre, comment est-ce qu'on a conscience de ce risque, comment est-ce qu'on vit avec, et pour pas que ce soit vécu comme, justement, c'est pour ça le deuxième point est très important, pour que ce soit pas vécu comme juste une injonction de dire attention, il y a des risques, dire comment est-ce que j'insiste à prendre des mesures de prévention. Et c'est pour ça que je te posais cette question-là, parce que c'est difficile, je trouve, de ne pas rentrer dans un discours qui est anxiogène, et à la fois, pourtant, on a besoin d'expliquer qu'en fait, le mur, il se rapproche de plus en plus vite, et qu'on va se le prendre si on fait rien. Tu vois, mais moi, je pense que les deux propos qu'on peut tenir vraiment, et parce qu'ils les deux sont vrais et sont portés par des scientifiques, le premier, si on fait ce qu'il faut, nos enfants, ils verront la baisse des températures. Donc ça veut dire que c'est pas inéluctable. Donc ça, c'est le premier message qui est démontré. Ouais. Et le deuxième message, et je pense que c'est vrai pour tous les risques, c'est qu'en fait, il faut transformer les risques en action, quoi. Et quand tu es en action, quand tu es en mouvement, quand tu fais quelque chose, quand tu agis à ton niveau, en fait, tu transformes ce risque-là en énergie. Et donc, c'est ça, en fait. Hein. C'est un super moteur, en fait. Ce risque-là, c'est un super moteur pour agir. Moi, je parle souvent de croissance dans ce podcast.
j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui va vite. En tout cas, c'est ce qu'on dit de moi en termes de croissance. Là, toi, tu casses quand même la baraque sur ces volumes de croissance-là. Comment on le fait techniquement? Tu écris un plan en disant dans 5 ans, je faisais 200 millions, je vais en faire 300. Tu écris un plan et tu te dis comment tu vas t'y prendre. Est-ce que c'est que des opportunités que tu saisis? Comment ça marche? Alors, très concrètement, la façon dont ça a marché, c'est avec mon board, avec le conseil d'administration, on a défini un plan à 5 ans. Ouais. Ok. Alors, on a la chance, et on en parlera, d'avoir des actionnaires pérennes et dont la logique, c'est de se dire, ils veulent être là demain, ils veulent que l'entreprise soit là demain. Donc, on développe avec eux des choses. Donc, on a construit un plan à 5 ans. Ce plan à 5 ans, il est basé simplement sur 4 piliers. Et c'est pas forcément d'avoir une feuille de route à 5 ans, parce que ça, forcément, on n'y arrivera pas. Mais c'est se dire, c'est quoi les 4 leviers où on veut être absolument et sur lesquels on peut agir. Et on va chercher des opportunités. Donc, réduire les émissions de la réparation. Pour nous, c'est un des piliers stratégiques de notre plan. Et en disant que partout où on va trouver des opportunités pour le faire, c'est un endroit où on va les se développer. Le deuxième sujet, c'est autour d'innovation, en allant chercher des pépites européennes qui sont sur leur marché, quelque part en Europe. En fait, il y a des endroits où des entreprises se sont développées dans leur pays, et en fait, ils se trouvent à l'étroit. Donc, c'est-à-dire croissance externe. Croissance externe. En allant chercher ailleurs en Europe des pépites innovantes, et pour faire de la croissance externe, investir, les intégrer. Alors, quand je dis croissance externe, c'est croissance externe, pas pour aller chercher immédiatement du volume de chiffre d'affaires, dans ce que tu dis là, c'est d'aller chercher peut-être les domaines d'activité stratégique de demain après-demain. En fait, c'est de se dire exactement. C'est de se dire que j'ai une entreprise qui, sur son marché, surperforme, mais son marché national, et ça existe beaucoup encore en Europe, il y a vraiment cette logique très nationale encore, et c'est de se dire, si je l'aide à se déployer en adaptant ce qu'elle fait en Suisse, si on le fait en France, l'échelle, c'est pas la même. Et donc, je vais pouvoir grandir. Si ce qu'on fait en Espagne, on le fait en France, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Donc, d'aller chercher des expertises que toi, tu n'as pas, etc., et que tu peux intégrer, et dans lequel l'effet d'échelle que tu vas pouvoir générer, en fait, va générer encore plus de business. Exactement. Le 1 + 1 = 3. Exactement. C'est vraiment l'enjeu. Donc ça, c'est un pilier stratégique. Aller chercher ces pépites innovantes. Et moi, j'ai une personne dans l'entreprise qui passe son temps à ça. Ah oui, d'accord. Chercher des pépites innovantes partout en Europe et un peu plus loin. Il a un super job, le mec. Ouais, il a un super job. Il fait pas que ça. Mais c'est une grosse partie de son boulot. Et il le fait bien, et il va chercher comme ça partout sur ses marchés, dire OK. Lui, il fait le sourcing, quoi. Ouais, il fait vraiment le sourcing et de se dire ça, c'est quelque chose qu'on pourrait déployer en France, en Espagne, en Italie. Super intéressant. Donc ça nous aide beaucoup à nous développer. On a fait une croissance externe ces derniers jours avec Green Triangle, qui est une entreprise qui fait en fait de l'analyse pour les assureurs, qui fournit des outils aux assureurs et aux experts en assurance sur les sinistres récoltes ou perte de rendement. Deuxième axe, donc réduction des émissions, innovation. Un troisième axe qui est autour du service. Et en fait, le service, c'est de se dire, j'ai absolument pas peur de l'intelligence artificielle. En revanche, je suis terrorisé par l'humain artificiel. C'est-à-dire, je suis terrorisé que dans nos entreprises, parfois, on conditionne des personnes à lire des scripts, à respecter des choses, à être transformées en humain artificiel. Et ça, moi, ça me terrorise, qu'une entreprise conditionne des collaborateurs à faire ça. Et je me dis, comment est-ce que je peux empêcher, éviter, changer ça? Et donc, autour de ça, c'est de se dire, créer un service différenciant qui prenne sincèrement soin des autres en allant au-delà des process. Alors, c'est bizarre pour une entreprise de dire... C'est ce que j'allais te dire, pour un militaire qui est dans un métier qui est que de process, peut-être je me trompe, mais dans lequel il y a beaucoup de process, beaucoup d'administratifs, pas que de process, de procédures, etc. De dire ça, c'est assez dingue. Ouais. Alors, pour un militaire, pas du tout. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, pour un militaire, pas du tout, parce qu'en fait, le fondement, ça s'appelle même les principes de la guerre, c'est très, très ancien, c'est la liberté d'action, le premier des principes. C'est d'avoir cette liberté d'action. Et donc, en fait, le chef, celui qui décide, il doit avoir la liberté d'action. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, moi, j'aimerais que l'ensemble de mes collaborateurs, ils aient une liberté d'action. Ils puissent décider, ils puissent s'adapter en fonction de la personne, de la situation qu'ils rencontrent. Et donc ça, finalement, paradoxalement, au contraire, c'est très militaire, en fait, de dire avoir de la liberté d'action. Et donc, j'aurais pas eu tout pensé. Hein. Et donc ça, moi, je pense que parce que finalement, ce qui reste, ce qui n'est pas digitalisable, c'est cette capacité vraiment d'humain à humain de créer une connexion, de créer une émotion, de la partager, de comprendre ce qui n'est pas dit. Et ça, on ne le rentrera pas dans un process. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, moi, je me dis, si chaque fois que je fais ça, en fait, je crée une connexion qui va me ramener du business. Ok, très clair. Donc, service différenciant en allant au-delà du process. C'est ça qui est différenciant. Et puis,
le quatrième axe, c'est effectivement un axe qui est un peu lié à notre modèle social d'entreprise, de groupe, c'est de se dire effectivement d'être un employeur de référence qui développe l'actionnariat de ses collaborateurs. On va en parler juste après. Je veux quand même revenir sur ton histoire de croissance, parce que je comprends ce que tu m'as dit, tu m'as parlé de tes plans, mais comment on fait? Encore une fois, j'ai besoin d'avoir la recette, alors peut-être qu'il n'y en a pas. Sur ces 100 millions, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 20 millions de croissance externe, qu'il y a une partie de la croissance organique, comment ça 50 fonctionne? 50 millions externes, 50 millions organiques. Ok, 50% Ouais, en organique, et 50. c'est énorme, hein. Ouais. Et 50% externe. Oui. C'est-à-dire que tu faisais 200 millions. Oui. Pour aller chercher 50 millions, ne serait-ce que de croissance organique, c'est quand même une croissance qui est déjà extrêmement violente. C'est-à-dire que dans ton scope que tu as déjà, il faut que tu rajoutes effectivement des nouveaux clients, etc. Comment tu t'y prends là-dessus? C'est-à-dire que tu vas chercher t'as de nouveaux commerciaux, comment ça se passe techniquement? Techniquement, alors, en fait, C'est des nouveaux services que tu vends, je sais Ouais, pas, hein. c'est Ouais, exactement ok. ça. C'est trouver des nouveaux services, des extensions de services, des façons de le faire mieux, de le faire plus. C'est classiquement soit de l'upsell, Ok. voilà, en allant chercher des nouveaux services complémentaires, soit aussi c'est effectivement de faire plus de ce qu'on fait, en le faisant mieux. Ouais, ouais. En fait, c'est clairement d'avoir un différentiel de qualité avec, ce que peuvent proposer d'autres. Voilà. Et ça, c'est de l'afficher. Et puis, c'est aussi de proposer un modèle qu'on assume d'être différent. Voilà, c'est aussi de dire, quand vous faites intervenir nos équipes, ils vont aussi proposer cette logique de réparation bas Donc, tu carbone. fais remonter en fait ton panier moyen en vendant des prestations complémentaires à tes clients, etc. Oui, et en étendant aussi mes volumes. Ouais, ouais, je comprends. Et sur la partie croissance externe, je voulais qu'on aborde ce sujet-là aussi. Là, tu viens de me parler d'une croissance que vous venez de faire, une croissance externe que vous venez de faire juste là. Mais dans ces 50 millions, c'est de la croissance externe. Il y a combien d'opérations? Il y a 3 opérations Ok, et en gros, on fait une opération par an. d'accord. Pour nous, c'est un bon rythme. Ok. Alors parfois, on en fait 2 sur une année, etc. Mais voilà, c'est un par an. Je pense que c'est un bon rythme à notre échelle parce qu'on fait des opérations de croissance qui sont souvent en diversification. Donc en fait, Ok. quand tu fais de la croissance dans ton business, ça s'intègre, tu connais tous les paramètres, etc. Quand tu fais de la croissance dans un business qui n'est pas directement le tien, il faut apprendre. Tu peux me prendre un exemple? C'est-à-dire que ce serait quoi un business qui serait pas complètement de toi? Alors déjà, attends, je te reprends une autre question avant. Donc, 3 opérations de croissance externe qui ont fait les 50 millions. Est-ce que c'est 15 millions par croissance externe que tu as faite? Non, c'est plutôt 35 Ah oui, d'accord. Donc, on a une très grosse. ouais, une grosse, ouais, en Ok. Espagne. Cette très grosse, elle est dans une logique de diversification. Oui. C'est-à-dire ce que tu peux faire toi-même en termes de croissance organique, tu le fais. Ouais. Par contre, tu vas chercher de la diversification avec tes croissances externes. Exactement. C'est quoi cette boîte de 35 millions? C'est une entreprise qui s'appelle Mobius, en Ok. fait, qui est basée en Espagne, qui intervient vraiment dans le domaine de la mobilité. Ok. Et on s'est dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un domaine qui va être impacté par le changement climatique. On veut être acteur de ces solutions techniques autour de la mobilité. Et après, quand on fait une croissance externe par an, c'est-à-dire qu'on a une équipe, tu as une équipe en interne qui est spécialisée pour faire ça? Ouais, j'ai dans chacun de mes services une équipe qui accompagne cette croissance. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est aussi de dire, et c'est quelque chose que j'ai appris, en fait, on a dans mon entreprise, comme dans toutes les entreprises, j'ai des managers qui arrivent en fin de carrière. Ok. Des directeurs qui vont prendre leur retraite dans 2-3 ans, etc. Et, et ce que je fais depuis quelques temps, c'est de se dire, en fait, je les laisse pas en fonction, Ok. et je leur dis, tu vas accompagner ces croissances. Ok. Et en fait, c'est de prendre ces directeurs-là, ces personnes qui ont cette connaissance de nos business, de notre culture, etc., qui n'ont plus rien à prouver, qui ont une date de départ connue par tout le monde. Donc pour les gens qui arrivent, c'est bien aussi parce qu'ils se disent, le type, il n'est pas là, ou la fille, elle n'est pas là pour 10 ans. Voilà. Ah, Et d'accord. donc de se dire, OK, il vient m'accompagner pour en fait qu'on s'intègre et qu'on s'arrime et que chacun apprenne de l'autre. Et donc ça, Très j'utilise ces personnes-là pour accompagner ces croissances. Dans Saretech, aujourd'hui, tu n'es pas tout seul comme actionnaire. Toi, tu as une partie de ton capital là-bas, mais aussi, en fait, tu as 750 salariés qui sont aussi actionnaires. Tu peux m'expliquer ça? Alors, petit disclaimer, tu vas me dire que c'est génial, que c'est super. Il y a plein de gens qui l'ont fait, qui sont venus ici me l'expliquer aussi. Moi, ce que j'aimerais qu'on creuse ensemble, c'est pas uniquement ce qui est bien, c'est aussi les difficultés que tu rencontres par rapport à ça, parce qu'il y a personne qui vraiment me le partage pour de vrai. Tu vois à quel point c'est dur, tu vois. Alors, on peut peut-être commencer par ce truc positif. Je suis d'accord pour le prendre, tu vois. Mais j'aimerais bien aussi que tu me dises, en fait,
quelle complexité ça génère? En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir, et tu vois, on parlait de boîte d'ingénieurs, des gens avant nous qui ont réfléchi au moment où ils ont repris l'entreprise, qui ont vraiment réfléchi et qui ont posé quelques éléments clés du modèle. Ouais. Et ça, je peux les partager. Et je pense que, en fait, c'est des clés. Je ne sais pas s'ils se rendaient compte à quel point, au moment où ils l'ont fait, c'était fondamental. Donc, je suis vraiment prêt à les partager. Le modèle d'actionnariat de Saretech, on achète nos actions. Ok. En fait, tu peux acheter tes actions. Tout le monde peut acheter des actions. C'est pas cadeau. Ah non, tu payes tes actions, tu les achètes. Il y a une valeur qui est définie dans les statuts en fonction d'un multiple du résultat et de l'actif de l'entreprise, etc. Donc ça évolue chaque année. Et mon rôle en tant que président du conseil d'administration, c'est de faire augmenter aussi la valeur de ce capital pour mes Ok. actionnaires. Donc Ça, c'est une fois par an? alors, on peut acheter des actions une fois par an, et en fait, quand on quitte l'entreprise, on doit vendre ses actions. On signe ce qu'on appelle un règlement intérieur, c'est l'équivalent d'un pacte d'actionnaires, mais qui Ok. s'applique à plein de gens. Et en fait, quand on quitte l'entreprise, on doit vendre ses actions. Donc, en fait, on peut racheter chaque année les actions des personnes qui sont parties, et c'est au Il y a une prorata. bourse, il y a une bourse interne? C'est au prorata de la demande, et c'est réparti équitablement. Et tu as beaucoup d'entrées de sorties? J'ai des départs à la retraite, Ouais. j'ai des départs, et donc j'ai des entrées et des sorties, oui. Et si quelqu'un part avant, sort avant sa retraite, il y a une clause de bad liver? Oui, il est obligé il vend ses actions au moment où il sort, à la valeur convenue. À la valeur convenue, sans clause de bad liver. Non, sans clause de bad liver. Ah ouais, donc ok, j'entends. Très bien, très intéressant. Et donc, du coup, c'est quoi les intérêts d'avoir ces salariés? Alors, pourquoi pas déjà les 1800? Alors, Parce que c'est pas une scope. parce que c'est pas une scope et parce Ok. que tu achètes tes actions. Ouais, En fait, il faut d'accord. investir. Il faut Ok. investir. Donc, il faut avoir des sous pour Il pouvoir faut le faire. investir une partie de son revenu, une partie du revenu que tu gagnes. En France, on a un mécanisme à travers les accords d'intéressement, de participation, qui permettent, en fait, si tu les places dans un plan d'épargne d'entreprise, on a créé un plan d'épargne d'entreprise pour ça, d'acheter des actions de l'entreprise dans ce plan d'épargne. Donc, ça Donc, toi, permet tu abondes et ça leur donne Voilà. un effet de levier. un effet de levier, et puis tu as une fiscalisation réduite sur la sortie si tu gardes tes actions plus de 5 ans. Donc, ça crée quand même aussi La fidélité. de la fidélité. Ouais. Moi, c'est c'est un premier chiffre, si tu veux, qui me paraît hyper intéressant. Je l'ai entendu récemment. La durée moyenne de détention des actions cotées dans le monde, aujourd'hui, c'est 7 secondes. Ouais, c'est fou. Voilà. Et donc, de se dire C'est que une moyenne, ça? Ouais. Putain, je connaissais pas ce chiffre. 7 7 secondes, c'est pour les actions cotées. la moyenne de détention d'une action cotée. Oui. C'est complètement fou. Oui, c'est complètement fou. Donc, ça veut dire, et effectivement, moi, la moyenne de détention des actions de Saretech, c'est 15 ans. Voilà. Effectivement, c'est pas Donc, 7 secondes, 15 ans, c'est pas la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, là où tu as raison, je partage avec toi, je dis tout le temps ça, je dis qu'en fait, on prend pas les mêmes décisions dans une entreprise quand en fait on s'inscrit dans le long terme que quand on s'inscrit dans le très court terme ou dans le court terme et qu'on a des échéances actionnariales, etc. Donc là-dessus, je comprends parfaitement. Voilà, donc, Ok. donc moi, effectivement, mes échéances actionnariales, elles sont différentes. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou mal, hein, mais c'est juste de dire que moi, mes actionnaires, leur enjeu, c'est un enjeu de long terme. Et il y a des dividendes qui sont Bien sûr. versés? On Ah ouais, distribue des d'accord. dividendes, Ok. on distribue des dividendes en fonction des résultats du groupe, et la valeur de l'entreprise progresse avec la création de valeur du groupe. Donc, Et il pourrait y avoir on a- quelqu'un qui dit je rachète tout le monde? Alors, dans les éléments clés de succès, je pense que quelques éléments hyper importants du succès, c'est de dire, dans les statuts et depuis le début, sont prévus des seuils de détention maximales. Ah ouais. La personne dans l'entreprise qui peut détenir le maximum des actions, c'est moi en tant que PDG, et je peux en détenir 4%. 4% du capital. Et C'est t'en as combien aujourd'hui? un peu moins de 4%. Ah ouais, donc t'es au taquet. Pas encore. Et, Presque. Ok. presque. D'accord. Ok. Donc effectivement, ça, c'est une des clés. C'est effectivement de se dire d'éviter que le capital soit concentré et donc que tout le monde puisse continuer à devenir actionnaire. Donc ça, c'est une des premières clés du succès. La deuxième clé du succès, c'est la mécanique de rémunération variable des collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rémunération variable des collaborateurs dans le groupe est basée sur la marge qu'on calcule à certains endroits à l'échelle individuelle. Ah ouais. C'est-à-dire que la marge que génère le collaborateur à l'endroit où il intervient. Ouais. Donc marge individuelle et marge collective. Donc objectivé. Complètement objectivé. Donc en gros, pour vraiment qu'on comprenne et que tout le monde comprenne, en gros, tu as un collaborateur dans le Limousin, il a un objectif, tu lui donnes un objectif de 100 à la fin de l'année, de marge 100. S'il atteint les 100, il débloque. En fait, c'est différent. C'est en fait chaque collaborateur, chaque expert, en fait, il a même son compte de résultat. Ah ouais, ok. Il a accès à son compte de résultat. Et en fait, il voit exactement quelle est la marge qu'il dégage. Et sa rémunération variable, une partie de sa rémunération variable, c'est lié, il y a des objectifs qualité, mais il y a aussi, bien sûr, un pourcentage de la marge qu'il a générée. Globalement, 22% de la marge qu'il a générée, c'est sa rémunération variable. C'est génial.
Donc ça Bah, veut moi, je dire, trouve que le système il est très intéressant. qu'effectivement, il y a une communauté quand même de vision. Ça veut dire Et ça, qu'effectivement, sur chacun des rôles de l'entreprise? sur la plupart des rôles de l'entreprise, on a mis une rémunération basée sur la marge. Ok. Donc parfois, c'est des objectifs de marge, parfois, c'est carrément la marge Ouais, avec d'accord. Ok. l'individuel. Et il y a aussi une rémunération collective autour de la marge, qui est un élément important parce qu'effectivement, il y a du collectif. Donc effectivement, il y a aussi un élément de Par les rémunération. équipes de 10-15 personnes dont C'est tu ça, parlais tout à l'heure, voilà. qui ont un objectif, c'est tous ensemble de Voilà. cumuler un tel volume de marge. Exactement. Ok. Donc en fait, je pense que le fait d'avoir cette rémunération basée sur la marge, elle est vraiment fondamentale. Donc pour fonctionner dans notre modèle, ça veut dire qu'effectivement, la création de valeur, elle est hyper explicite. Elle n'est Et pas puis toi, cachée. tu es de fait une machine à cash quand même, parce que tu fais de la prestation de service, et que la prestation de service, la prestation Oui, on est beaucoup intellectuelle, en OPEX, quoi. Oui. ouais, c'est ça. Ouais. Quand même, vous générez de la marge. De fait, dans ton secteur, c'est quoi la marge qui est générée, le volume de marge? En bas à droite, avant impôt, c'est quoi? Ah, en fait, moi, l'EBITDA de Saretech France, on a beaucoup de Ouais. redistribution, c'est entre 8 et 10%. Ok. C'est pas. Donc c'est même pas. Non. Bon, après, on ne sait pas les niveaux de rémunération qu'il y a là-haut, etc. Mais c'est même pas tant que ça. J'aurais imaginé plus, tu vois, sur ton secteur d'activité. Ok. En tout Ouais. cas, moi, c'est sur Saretech France, c'est autour de 8 à 10%. Il y a des dimensions tech où c'est autre Donc c'est chose. plus. Mais, Ouais, ouais. voilà, mais par exemple, sur le secteur d'expertise, moi, c'est 8 à 10%. Ouais, t'as une moyenne en tout cas Ouais. qui tourne autour de ça. Ok, très bien. Je comprends. Je reviens encore sur les histoires de l'actionnariat salarié. Donc j'ai compris tes deux facteurs clés de succès qui étaient importants. Et justement, ma question était là-dessus au départ. C'est quoi c'est quoi les effets de bord, pour le coup, pour de vrai? Tu vois, que tu ressens là-dessus. Euh, Alors, je vais être honnête. ouais, Je pense que je n'en ressens pas parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en place. Un autre élément qui est important, c'est que on communique pas au manager ou à personne le niveau de détention d'action d'un collaborateur. ouais, d'accord. Ok. Ça Donc il n'y veut a pas dire, tout à fait de transparence jusqu'au bout. en fait, ça veut dire qu'effectivement, tu ne dois pas manager tes collaborateurs en fonction des actions qu'ils détiennent. Ouais, ouais, ok. Ça, Je ce serait comprends. un risque aussi. En fait, ça n'a jamais été écrit. Mais moi, je me rends compte qu'en fait, il y a des choses qui sont faites et qui sont des éléments clés de succès. C'est de se dire qu'il faut traiter un salarié comme un salarié et un actionnaire comme un actionnaire. Ok, parfois, c'est la même Ça, c'est personne. très compliqué. Hein. Oui. Alors, si tu me poses la question des Ouais, complexités. c'est pour ça que c'est Ah intéressant. bah, c'est le Ouais, cœur des complexités. C'est ouais, dire qu'il d'accord. donc il faut différencier quand tu es dans une relation managériale avec un collaborateur, son statut d'actionnaire ou pas. Et donc le manager, il n'a pas à savoir s'il est actionnaire, s'il a des actions, c'est pas son sujet. Il traite un collaborateur en tant que manager, il est dans cette relation-là. Donc ça c'est un sujet qui pour moi est hyper important. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui est écrit, hein, mais je pense que Mm. c'est un autre élément, un autre élément clé. Euh, le, euh, Est-ce que c'est le risque ou est-ce que c'est une opportunité? Je sais pas, c'est un peu les deux. Ça oblige à énormément de transparence. Ok. Ça veut dire qu'effectivement, en fait, tes actionnaires, ils connaissent vraiment le business, hein. Ouais, ouais, Donc, complètement, tout à fait. ah, Et donc, du coup, ils te taclent sur des décisions que tu prends qui sont bonnes ou mauvaises. bah, ça veut dire qu'ils savent exactement ce qui se passe, quoi. Donc Ok. ça veut dire que tu dois être transparent sur les décisions, tu dois être transparent sur tes investissements, tu dois être transparent sur tes non-investissements. Enfin, Et tu perds pas du temps à être obligé de leur expliquer et de les convaincre en permanence plutôt que de t'intéresser à tes clients? je C'est une question encore ouais. un peu provoque, mais tu vois, est-ce que de passer du temps à se concentrer en interne pour expliquer les décisions qu'on doit prendre, etc., Je pense qu'on essaie de pas les expliquer. C'est pour ça qu'il faut avoir un projet. C'est pour ça qu'il faut avoir un c'est le projet. projet que tu... Ouais, c'est le projet que tu dois vendre. Ok. Et après, il faut être cohérent avec soi-même. Moi, je reviens à l'armée, tu vois, c'est au début de nos discussions. Je discutais avec un de mes premiers capitaines et il me disait la première qualité d'un chef, c'est d'être prévisible. Hmm. Et je pense que je garde ça aussi avec moi. La première qualité d'un manager, c'est d'être prévisible. C'est-à-dire que nos équipes, elles savent comment tu vas réagir, elles savent où tu vas, tu es clair et transparent sur ça. Et donc ça, c'est le projet. Je pose toujours une question à la fin de mon épisode, mais avant de te poser cette question-là, je voulais juste boucler sur un dernier sujet, en tout cas avec toi. On a parlé d'IA tout à l'heure, en disant que ça allait transformer ton métier, mais que tu l'avais déjà intégré, etc. C'est quoi les révolutions, en tout cas, c'est quoi les risques qui sont liés aux révolutions qui est en face de nous? C'est quoi, toi, qui es un spécialiste de ça? À quoi il faut s'attendre sur les 10 ou 20 prochaines années? À quoi il faudrait qu'on se prépare quand on est une entreprise? À quoi il faudrait qu'on se prépare si on est un individuel, etc. C'est quoi les principaux risques auxquels il faudrait qu'on se prépare? Moi, je pense qu'on a pas mal d'échecs sur des projets d'IA, nous, hein, en interne. Et moi, ce que j'en retiens, c'est de dire euh, l'IA pour simplifier, l'humain pour connecter. C'est un peu un slogan,
mais c'est dire que quand tu essaies de faire... Et parfois, tu as vraiment la tentation, tu as l'envie de faire l'inverse, en fait. Tu as envie d'utiliser l'IA pour connecter et l'humain pour simplifier, quoi. Et en fait, ça marche vraiment pas, quoi. Et nous, on l'a beaucoup essayé, on s'est planté là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vraiment une conviction, c'est de dire, OK, l'IA pour simplifier, l'humain pour connecter. Quand tu fais ça, généralement, tu te trompes pas trop. Donc ça, en tout cas, c'est ce qu'on a appris jusqu'à maintenant en cheminant. Je sais pas ce que seront les 10 prochaines années. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui, et j'ai pas mal d'équipes qui travaillent sur ces sujets autour de l'IA, c'est qu'on est en train de profondément transformer tous les métiers de la connaissance. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que celui qui avait le pouvoir, c'est celui qui avait le savoir. Honnêtement, ça, c'est en train de se bouleverser quand même. Donc ça veut dire que dans les entreprises, c'est logique de... Je discutais avec un chef d'entreprise récemment, il me disait, mais moi, dans mon entreprise, je les appelle la firme, en fait. C'est un peu la technostructure, c'est les mecs qui connaissent tous les process, toutes les organisations, etc. Et tant que je les ai pas convaincus, eux, je ferai rien, quoi. Et en fait, il y a tout ça. À une certaine échelle d'entreprise, on a tout ça dans nos entreprises. Voilà. Et en fait, ces personnes-là, c'est ceux qu'il faut convaincre. Dans les métiers de service, l'IA, elle va avoir un impact extrêmement fort sur ces personnes-là. Parce qu'effectivement, cette capacité à synthétiser un grand nombre de connaissances pour le produire en quelque chose qui est directement utilisable par des équipes opérationnelles, l'IA le fait très bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on pense beaucoup à l'IA sur la transformation des métiers de front. Moi, je pense que c'est vraiment les métiers de middle et de back qui vont être très profondément transformés par l'IA. Et c'est ça qu'on commence à préparer nous, de notre côté. Très clair là-dessus sur l'IA. Merci pour ton regard sur le sujet. Et sur les risques, c'est quoi les risques majeurs en fait, auxquels on va faire face dans les 20 prochaines années? Qu'est-ce que tu vois, toi? Il y aura plus d'accidents de voiture, il y en aura moins, il y aura plus de catastrophes écologiques, il y aura plus d'incendies, moins d'incendies. C'est quoi les grandes catastrophes qui sont sur les 20 prochaines années? Alors, c'est pas forcément lié à l'IA, mais en fait, ce qui est aujourd'hui, et à peu près tous les modèles sont convergents sur le sujet. En tout cas, en Europe, on aura plus de vagues de sécheresse de façon très significative, plus de feux de forêt de façon très significative, et dans des secteurs qui n'étaient pas habituellement consacrés là-dessus. Au niveau des tempêtes, là, sur les modèles, on n'a pas forcément plus de fréquence ou plus d'intensité. En revanche, on a un décalage en fait, des tempêtes sur des trajectoires plus vers le nord. Donc voilà, ça c'est ce qu'on mesure à aujourd'hui et ce qu'on peut projeter dans le temps. Des pluies extrêmes. Globalement, l'atmosphère se réchauffe, l'eau se retrouve dans l'atmosphère, à un moment elle descend. Donc des phénomènes de pluie extrêmes beaucoup plus fréquents et dans des secteurs qui n'étaient pas impactés. L'an dernier, on l'a peut-être oublié, mais en octobre l'an dernier, on a eu un phénomène méditerranéen à côté de Lyon. Ouais, c'est assez fou, ouais, tout à fait, complètement d'accord. Moi, en plus, j'habite à Sète, et en fait, on a des épisodes Cévenol. Voilà. Et en fait, je me suis dit, tu vois, je me suis fait cette réflexion-là à Lyon. Je me suis dit, en fait, il y a eu un épisode Cévenol à Lyon. C'est Ouais, assez incroyable. Ouais. c'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc, bah voilà, ça c'est ce qui se passe, quoi. Voilà, typiquement, donc effectivement, on a ce phénomène de remontée vers le nord de ce type d'épisode-là. Donc, sur des infrastructures qui sont pas structurées, pas organisées, pas prévues pour tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir des épisodes de pluie extrême beaucoup plus intenses. Pas forcément plus fréquents, mais en tout cas beaucoup plus intenses, ça c'est certain. La grêle aussi, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les phénomènes de grêle avec ce changement climatique se développent. Aujourd'hui, les modèles sont pas très précis autour de ça, mais on constate effectivement une augmentation en fait, de la taille des grêlons, donc de l'intensité, de l'énergie qui est dissipée par la grêle. Donc ça veut dire des dommages plus importants. Désolé, j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles sur le changement climatique. Ouais. Sur les 10 prochaines années. J'aimerais bien en avoir, mais j'ai pas trouvé. Voilà. En revanche, il y en a plein qu'on peut prévenir. Voilà. Très bien. Je termine toujours mon épisode de la même manière. En fait, ça s'appelle Build. Et en fait, pour construire une entreprise, en tout cas pour progresser, je pose toujours la même question à la fin. En fait, quelle est ta compétence? Quelle est la compétence qu'il faut avoir? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune chef d'entreprise, à quelqu'un qui voudrait se lancer? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il développe en lui, le super pouvoir qu'il faut qu'il arrive à obtenir pour développer sa boîte, développer son entreprise, progresser, faire de la croissance? Écoutez les gens qui font. Je pense que j'en ai parlé à plein de reprises et tu l'as évoqué avec cette grande figure que donc le général Georgelin, mais je pense que vraiment, c'est écouter les gens qui font, quoi. Ils ont une connaissance incroyable sur les signaux faibles, ils peuvent te dire des choses, mais dingues. Ils ont des frustrations, si tu les résous, ça apporte des vrais services à tes clients. Donc écoutez les gens qui font. Enfin, j'espère que c'est mon super pouvoir, en tout cas, je continue à le travailler. Merci beaucoup, Jean-Vincent, d'être venu chez Build. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je l'ai trouvé passionnant. On mettra dans la description de l'épisode toutes les informations qu'on a pu avoir pendant l'épisode avec Jean-Vincent. Encore une fois, je vous le répète, j'ai besoin de vous. Vous êtes très nombreux à regarder les épisodes et de plus en plus, mais vous n'êtes pas assez nombreux à vous abonner à la chaîne. Donc s'il vous plaît, cliquez sur la cloche pour ne rien louper et mettez un petit like. Ça nous aide beaucoup à avoir des super invités.
Merci à tous. Bientôt sur Build.